Le bâtiment que l'on voit derrière, c'est l'écurie de la ferme familiale où je suis né en 1941, l'enfant de parents bigoudins. Je suis le quatrième de 9 et j'ai quitté cette ferme pour aller au séminaire, au monastère et tout cela. Et les hasards de la vie et ma propre vocation m'y ont ramené comme ermite paysan, sans l'avoir concerté du tout. Et voilà, bon. Et du coup, j'ai aménagé cette écurie très modeste, comme mon ermitage. La mort de mon père, quand j'avais 19 ans, m'a mis sur un chemin de radicalité, quoi. Il fallait à tout prix que je trouve un sens à ma vie. Qu'est-ce que je faisais là sur la terre? Et donc sur ces entrefaites, je suis allé au grand séminaire. Et là-bas, donc, j'ai senti une insatisfaction profonde. Cela ne me convenait pas, quand je sentais être appelé à une radicalité plus grande et à un renoncement plus grand. Je me rappelle que beaucoup s'étonnaient que je passais beaucoup de mes récréations dans la chapelle, seul dans la chapelle. J'ai dit à mon directeur spirituel du séminaire que je voulais me faire moine. Nous sommes ici à l'abbaye de Landévennec, dans le Finistère. J'y suis entré à une date symbolique, le jour où le pape Jean XXIII ouvrait le Concile Vatican II. Et j'en suis sorti en mai 68, autre date éminemment symbolique, encore la Providence. Et donc j'y ai donc passé 6 ans. C'était le lieu de mon approfondissement spirituel et c'est ici que j'ai tout acquis. J'ai compris que j'étais fait pour être ermite. J'ai compris par défaut ici, car tout ce qui était collectif me pesait. Mais l'épreuve de la vie commune est ce qui use nos tempéraments, notre petit orgueil, et c'est ce qu'il y a de plus formateur dans les débuts de la vie spirituelle. On ne peut pas y couper, c'est absolument essentiel. L'ermitage, c'est dans un second temps. Pour cela, Landévennec est quelque chose de sacré pour moi et d'inoubliable. Donc c'est ici que j'ai testé mes limites et mes capacités. Et en partant d'ici, moralement, j'étais sûr de ce que je devais faire. Mais j'ai accepté l'épreuve qui m'était demandée d'aller vérifier ma vocation à la Pierre-Quévire, puis à la Chartreuse. On est devant la tombe de celui qui fut mon père abbé pendant tout mon séjour dans ce monastère. Pour moi, c'est un saint, un vrai saint, un homme de prière, de contemplation, même si lui-même n'en avait pas vraiment conscience, d'où les difficultés que j'ai eues avec lui. Donc je regrette sincèrement de lui avoir fait de la peine, parce que dans mon désir de solitude et de vie simple, je l'ai trop souvent taquiné sur la complication de cette vie. Voilà. Il y avait une incompréhension dont ni l'un ni l'autre n'étions responsables. Nous avons vécu tous les deux ce que les spirituels appellent la contradiction des gens de bien. Des gens qui sont tous de bonne foi et qui se déchirent, qui se font du mal sans vraiment le vouloir. Merci, Père Philippe.
Nous sommes ici à l'ermitage du Père Bertrand. C'est le premier ermitage du monastère de la Pierre-Quévire. Il y est arrivé en 1964. Le Père Abbé l'a fait attendre 12 ans pour vérifier que c'était vraiment sa vocation. Quand j'ai quitté Landévennec en juillet 68, je l'ai retrouvé jusqu'au mois de novembre 68. J'ai été autorisé à me confesser à lui toutes les semaines, donc j'arpentais le chemin toutes les semaines. Et après m'avoir confessé, nous parlions pendant un quart d'heure. J'étais assis sur son lit et lui sur la chaise à côté. C'était des conversations très intimes et très profondes. Notre dialogue entre un ermite et un futur ermite n'a pas cessé pendant tout ce temps-là. Et je peux dire que j'avais une formation à l'ermitage quand je l'ai quitté. Ça fait 47 ans depuis que j'ai été ici. Et donc ça me fait beaucoup d'émotions, puisque l'ermitage que j'ai en Bretagne a à peu près exactement les dimensions de celui-ci, de ce que j'ai vécu en Chartreuse. Et même c'est le même genre d'outils avec la même roue et tout cela que j'ai chez moi et que j'ai installé sans y penser sans doute, mais c'était une réminiscence de la Chartreuse. La Chartreuse pour moi est quelque chose d'extraordinairement important parce que c'est la première fois que je me suis trouvé dans un ermitage. Ici, j'ai appris que je pouvais vivre en ermite sans problème, que la solitude n'était pas du tout un problème. Beaucoup de ceux qui m'avaient suivi, autant à Landévennec qu'à la Pierre-Quévire, pensaient que ma sensibilité était un obstacle absolu à une vie en solitude. La Chartreuse m'a prouvé le contraire, et ça a été pour moi quelque chose d'important pour tout le reste de ma vie. Ce que j'ai expérimenté ici, c'est la liberté spirituelle, c'est l'autonomie. Pour moi, ça a été précieux ces temps de solitude, seul avec Dieu. Et voilà. Et toute ma vie a été dans cet esprit de solitude avec Dieu, sans communauté. Et c'est là que mon âme respire vraiment profondément. J'ai fait la rencontre décisive de ma vie. Jusqu'alors, j'ai rencontré des hommes saints et intelligents, aussi bien à Landévennec qu'à la Pierre-Quévire, mais aucun n'a eu le don de discerner ma propre voie. Et ici, Dom Pierre, bien que chartreux, avait une vocation rentrée d'ermite. Et il a si bien reconnu en moi que ça lui a donné une sorte de nostalgie d'une autre vie qu'il aurait pu avoir. Et quand il m'a orienté, je lui ai dit,
mon père, il faut à tout prix que vous me donniez une charte spirituelle pour mettre devant le nez de ceux qui contesteront ma voix. Il m'a dit, oh, c'est beaucoup de travail, et moi qui suis déjà surmené, mais je vais vous la faire. Il y a 2 points que je retiens de ce qu'il m'a dit. Il a constaté que je n'avais aucun sens pratique, et c'était pour lui le seul point noir dans la voie qu'il m'indiquait. Alors il m'a dit, donc le plus sage est de vous rapprocher de votre Bretagne et même de votre famille, afin d'y trouver le cadre de sécurité qui, au moins dans les débuts, vous aidera à construire votre ermitage. Et l'autre point alors, et il m'a dit, pour votre narcissisme, le plus sûr est que vous ne soyez pas connu comme ermite. C'est seulement pour vous que vous êtes ermite. Les autres n'ont pas à le savoir. Pour vous, vous serez simplement un petit paysan, un petit artisan, un petit ouvrier, et vous ne serez connu que comme tel. Ainsi, cela va exténuer le regard sur soi et ce narcissisme qui vous a trop encombré. Ce sera la voie royale pour vous de la pureté du cœur. Venant de la Chartreuse, je ne prévoyais pas du tout cette vie. J'étais envoyé comme ermite séculier, à moi d'inventer ma vie d'ermite. Il s'est trouvé que venant ici, après avoir hésité pendant près d'1 an, parce que ici personne ne comprenait que ma vie d'ermite aurait consisté à rester ici, quoi. Je vois encore mon frère aîné me dit, mais quand même Jean, tu vas pas rester là. Un ermite, ça habite dans les forêts, dans les montagnes, quoi. Mais pas dans une ferme, c'est trop idiot, quoi. Tu vas pas devenir un paysan, quoi. Bah, pas toi. Il se trouve que ma mère a dû s'absenter en décembre. Bon, j'étais arrivé en février. Donc de février à décembre, je ne savais pas trop quoi faire. J'avais tâté, j'avais parlé du Mont Athos, d'ermitage dans les Côtes d'Armor, d'ermitage à Paris, voilà. Bon, et tout, rien ne fonctionnait. Et donc je suis revenu ici. Et je dois dire que mon baptême du feu a été la première fois que j'ai dû traire les vaches moi-même. Ce contact physique brutal avec une matière grossière mais vivante a été un baptême du feu. Je ne pourrais pas l'exprimer avec des mots, mais un déclic s'est fait en moi. Ne cherche plus jamais autre chose. Tu as trouvé le lieu de ta vie, quoi. N'en cherche plus jamais d'autre. Toi qui as fait 4 monastères, qui as dû courir toute la France pour trouver ton chemin, il est ici, quoi. Ton lieu est ici. Ce sera ta Chartreuse, ton ermitage. Voilà. C'était écrit, c'était ça, c'était évident, quoi. J'étais fait pour ce contact physique avec les bêtes. Moi, si orgueilleux, si fier d'avoir quitté ma condition paysanne pour devenir un intellectuel, un moine, un philosophe, voilà que je retournais à la case départ et une vérité de moi-même se faisait dans ce contact brutal. Et un mensonge social disparaissait, s'évanouissait. Le fait que moi, l'enfant de paysan, reprenais charnellement ce travail des vaches, j'ai senti une vérité de moi-même se vivre. J'avais donc un rythme rapide. Je me disais en moi-même, elle ne pourrait pas se presser quand même. J'ai commencé la lecture d'un livre, je voudrais le finir, elles ne vont pas m'embêter quand même. C'est pas possible, pas elles. Et puis j'ai rendu les armes, j'ai abandonné. Je me dis, si tu abandonnes tes livres, c'est toi qui dois céder, quoi. C'est elles qui ont raison. C'est elles qui t'apprendront à approfondir ton recueillement, à te libérer de tous ces exercices spirituels qu'on t'a appris dans les monastères. La vie est beaucoup plus simple que tout cela, beaucoup plus simple. Ton vrai rituel, ta vraie observance, ce sont les vaches. C'est le pas lent des vaches. Voilà, comme
Jacques Maritain a ce beau mot, quoi, la course lente des nuages dans le ciel. Eh bien, j'ai appris le pas lent des vaches dans le pré. Et moi, je peux dire, les vaches m'ont tout appris. Et puis il y a le talus devant qui a forcé le truc. Et donc, il faut que Louis m'amène au... J'ai mon vélo. Arrête, je tiens à mon vélo là. D'accord, d'accord. La jambe n'est pas... Non, c'était pas C'est le... l'axe. Mais dommage, si ça avait été que la roue, tu aurais pu aller avec. Mais la mer est pas là, c'est sur le tracteur. Alors, je sais pas comment. Oui, il y avait des bouts de ferraille. T'es dans ta voiture, non? La 24, c'est celle-là, la bonne. Non, j'avais pas la bonne. C'était deux. Du 29. C'est du 29 ou 28. J'ai du 32, quoi, mais sinon je prends la grosse clé à molette. Oui, la grosse clé à molette, c'est bon. Je pense que on va être obligé de démonter ça. Ah non, 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 non. Non, 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 non. Non, non, non. Non, 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 On va non, soulever non. le tracteur, oui. Comment? On va soulever le tracteur beaucoup plus qu'il n'est soulevé. Bah, Ah ben si, mais je sais comment y arriver. Je mets le tracteur en route et du coup on peut monter avec le grand clic beaucoup plus haut, quoi, en rajoutant des cales. Non, non, il n'y a pas de montée. non, parce que Toi, quand tu répares ta... À quoi que ça t'avance de le démonter, Louis? Hein? À quoi que ça t'avance de le démonter à ce Mais niveau-là? si, comme ça on peut monter l'ensemble de la fusée là-dedans. Ça fait partie de la fusée. Oui, je sais. Ça c'est la cage à roulement, ça. Ouais. Hein? Comme ça on peut tout monter. Puis après on monte ça sur le tracteur et après on remonte la roue. Ça pince, quoi, un peu, tu vois. Ça c'est écrasé un peu, quoi.
Ah, t'étais à fond là? Oh Presque. non, t'es loin d'être à fond là. Tu Oui, peux mais- gagner tant que ça. Oui, ouais. ouais. Oui. J'ai glissé. Est-ce qu'il repose bien là, du quoi? Oui. Ouais. Mais laisse-le comme ça, il est mieux comme ça, Jean. Je crois que c'est bon. J'ai dû me battre pour être un agriculteur opérationnel. Ce n'était pas évident pour moi. Premièrement, quand j'étais dans le monastère, j'étais en quelque sorte un col blanc. J'avais à peu près jamais les mains sales. Et donc, quand je me suis trouvé à la ferme, c'était tout différent. Et donc, et j'ai senti le besoin de me coltiner avec le réel, le concret, à ce qui résistait. Donc un tracteur, une machine à atteler, cela exige une discipline. Il y a de la mécanique, il y a de la précision, il y a de l'objectivité, et ce n'est plus le moment de se perdre dans ses idées ou dans sa contemplation. Et donc, et j'ai expérimenté que par cette ascèse du concret, du matériel, de l'urgence et de la vigilance au travail concret, eh bien, quelque part, je m'oubliais moi-même. Et puis, quelque part, il y avait une sorte de pureté intérieure qui ne faisait que grandir, dans la mesure où je perdais la conscience, justement, de cet être profond qui était en moi. Donc, j'étais comme l'oiseau vole, j'étais un contemplatif qui ne sait plus qu'il est un contemplatif. Et une des plus belles paroles qui a été écrite par un père du désert, c'est que on est vraiment un contemplatif quand on prie et qu'on ne sait plus qu'on prie. À moi, le père Chartreux m'avait dit « Comprenez qu'on ne vous comprend pas ». Toi, c'est pareil, quoi. Tu rencontres quelquefois de l'hostilité, on ne te comprend Oui, pas. je ne suis même pas toujours compris par mon mari. Hein. Oui, voilà. Oui. Puis il y a des gens qui ne comprennent pas, et puis d'autres qui ont tout à fait senti que j'étais peut-être même une autre personne, peut-être même une personne plus agréable. Maintenant que j'ai des distances avec l'agir et que je suis plus dans la contemplation. Moi, je me sens bien parce que c'est la simplicité, c'est petit, on n'est pas trop encombré d'un tas de choses. Hein. Bon, c'est fleuri, on dirait, avec tous ces tableaux. C'est original, mais il y a une forme de paix aussi chez Jean. Et c'est important qu'il y ait des gens qui accueillent la différence. C'est important. Ça, c'est Matthieu 25, 36. Hein. J'étais nue et vous m'avez habillée. J'avais faim et vous m'avez donné à manger. Chez Jean, c'est ça, c'est Matthieu 25. Hein. Y a pas... Et il faut qu'il y ait des personnes comme ça qui s'ouvrent à l'étranger aussi. Dans une vie d'homme, il y a des étapes. Tu vois, il y a l'enfance, l'adolescence, l'âge mûr, la vieillesse. Eh bien, l'accueil est peut-être la grâce de la vieillesse, justement, tu vois, puisque la vie nous a appris à nous détacher petit à petit d'à peu près tout, quoi, voilà. Et donc, il y a une sorte de creux à l'intérieur qui se fait, une grotte qui peut accueillir beaucoup plus facilement que pendant l'âge adulte où on est encore encombré de problèmes de désir, de pouvoir, de responsabilité et tout. Donc on est peut-être moins disponible. Et la vieillesse, la grâce de la vieillesse, c'est l'art de pouvoir accueillir. C'est la richesse de mes rencontres avec Jean parce que je peux dire que c'est le seul lieu où je peux avoir, à part au monastère bien sûr, ce type de rencontre.
ce type de partage. En toute simplicité, toute sincérité, sans fioriture. Au revoir, Jean. Donc ici, on se trouve à Kerfland. C'est une ferme près de chez moi, où celui qui la dirige a accueilli des gens écolos en général, alternatifs. Et donc ici, nous nous trouvons dans une des parcelles. Il y en a 3 ou 4 là. Et il y a depuis 4 ans, je peux dire, grâce à une personne qui m'a raconté son cheminement. Elle m'a pris par la main, elle m'a amené ici, m'a fait connaître tout ce petit monde. Et moi qui avais plutôt de la répulsion d'approcher de ce lieu étrange, que personne ne connaissait, on ne savait pas du tout ce qui s'y vivait, voilà que je m'y suis senti bien. J'ai trouvé beaucoup de valeurs que je vivais moi-même et depuis, je n'arrête pas d'y venir. Philippe? Ouais. Tu es là? Ouais. Ah ben tiens. Allez, j'ai beau on peut peut-être s'embrasser. Allez, alors. Ouais. On va faire notre maison peut-être? D'accord. Donc ça c'est un petit morceau qui dit qu'on a tous droit au miracle. Ah voilà. Alors, il s'appelle À cause. J'ai droit au miracle, hein, cette vérité, hein. Moi les miracles parlent d'identité. Pas de pouvoir magique pour trouver ce qui est pas de fin tragique pour décrire ce qui n'est. Il y a quelqu'un? Thierry? Allô? Est-ce que je peux entrer ou bien? Bien sûr. D'accord. Il manquerait plus que ça encore. D'accord. Pose par terre, il n'y a plus de vie. Ah, il n'y a plus de vie. Non, là, comme ça fait beau. Hein. Alors ici, ce sont des buts de permaculture. Ce sont des buts, il y a eu plusieurs personnes qui ont parlé de la permaculture. C'est recréer le système des forêts. Donc remettre en état comme c'est dans la forêt, comme ici on l'a trouvé, l'histoire des couches. Ici vous avez à peu près ça de bois mort, pourri. Mais pourri, hein, qu'on a été allé chercher dans la forêt et tout ça. Et après par-dessus, mis du terreau. Terreau qu'on récupère dans le terrain en creusant. Ici on a de quoi, il y a juste à déplacer les éléments, tous les éléments sont sur place. Moi je dis, il y a la mère nature, elle est là pour tout le monde. Hein. On a tous les 2 pieds dessus, on a la tête qui est branchée au ciel. On n'est plus à l'écoute parce qu'on est bouffé par nos problèmes sociaux et tout ça. Bon, c'est pas parce qu'on est ici qu'on n'a pas d'autres problèmes, mais on les gère différemment. Du fait de ce contact, ce lien justement. S'ancrer en terre, dans un immeuble, dans les cages de Faraday, comme ils ont fait, dans leur blocos, là, leur cage à lapin, là. Dans le long terme, les gens sont agressifs. C'est logique. Tu es venu? Oh, les pommes en or, Evelyne qui a des pommes en or. Comme c'est beau. Les carters. Donc les carters, ça veut dire chez la terre. Donc c'est pour. Comment ça m'est venu? Il y a 17 ans, j'ai commencé à construire une petite carter pour voir si ça tiendrait. C'est que du chanvre et de la chaux. Donc c'est que des matériaux hyper écologiques. C'est-à-dire que si on fait avec du bois, il faut 20 ans pour faire du bois, alors que du chanvre, il faut 1 an.
Et c'est uniquement du chanvre d'Acheux. Il n'y a pas de structure bois, il n'y a aucune structure, il n'y a pas de clous, il y a pas... Voilà, c'est peut-être une manière féminine un peu de construire, un peu plus ronde, un peu moins de plans, un peu plus d'utopie, un peu plus de rêve, un peu plus d'imaginaire d'un nouveau jardin d'Éden, on va dire. Et autant que je me rappelle, Evelyne, tu me disais que tu les voyais un peu comme des ermitages, tu vois, comme les maisons. Oui, c'est clair. Pour moi, la maison, c'est un petit d'accord, ermitage, quoi. Ouais. Moi, ça rejoignait mon propre... Je pense que toute maison peut être un ermitage, mais les miennes, oui, sûrement, se ressemblent plus aux ermitages, à l'idée de l'ermitage qu'on se fait. Mais je pense qu'on peut être en ermitage dans un château. C'est pas l'extérieur qui compte. Oui, on est ermite dans son cœur, partout où on ne l'est nulle part. Tu l'as bien dit. C'est une chose à l'intérieur. Mais en voyant tes trucs, ça me rappelle ma cabane d'adolescent qui était pour moi un trésor absolu dans le coin d'un champ et que j'avais fait moi-même en bois, en tôle et tout. Parce qu'il y a un âge où on oublie ses rêves. Exactement. Evelyne n'a jamais oublié ses rêves. Tu peux aller dedans. Ah d'accord. T'as envie. Te cogne pas la tête. Non, qu'est-ce que c'est mignon. Eh bien, quand j'avais 17 ans, c'était... un peu ça, ma cabane, quoi. Ouais. Mais là, j'étais vraiment dans le bonheur absolu, quoi. Ouais, bah oui, parce que c'était vraiment... Et je me suis fait le reproche, quoi, tu as 17 ans et tu es encore dans une petite cabane? Mais justement, c'est là que tu as perdu le rêve, tu vois, c'est dommage, parce que rêver de son lieu, tu vois, près de la terre, c'est ça la cabane. À partir d'ici, on arrive dans la forêt fruitière, donc ça c'est que des arbres fruitiers. Cognaciers, pruniers, pommiers, etc. Il y a plein de... Je pourrais me nourrir de ce que j'ai ici, mais j'aime bien aller à la Coop Bio, participer à l'acheter dans cette société, c'est important aussi. Donc je ne crois pas à l'autarcie, je ne crois pas à l'autonomie, parce que chacun fait ses spécialités. Et voilà, mais manger direct ce qu'on cultive, c'est vraiment un vrai bonheur, quoi. Je pense que les femmes n'ont jamais construit et je crois que c'est le temps qu'elles s'y mettent parce qu'elles prennent beaucoup de place dans le patriarcat, de nouvelles places. Mais la place du constructeur, elles ne la prennent pas encore. Et je pense que l'habitat va être très différent. En tout cas, c'est le temps que les femmes construisent. Moi, j'ai besoin de quelque chose en dur. Comme ça, j'ai beaucoup moins de soucis matériels. Je ne suis pas aussi doué qu'Evelyne pour gérer les soucis matériels. C'est ça le fond du problème. Beaucoup d'ermites sont, comme Evelyne, très doués dans les choses pratiques pour se chauffer, pour s'habiller, construire des maisons. Moi, je suis nul, zéro pointé sur tout ça. Donc, j'accepte mes limites et voilà. Bon, j'ai besoin d'un minimum de confort, quoi, pour que ça ne devienne pas une préoccupation, voilà, quoi. Et que mon âme reste libre pour l'essentiel, pour la prière. Elle vient de Landévennec, hein, cette cloche. Ah, c'est la première de Landévennec. Je crois que vous me l'aviez dit. Elle nous a été offerte par l'abbaye de Landévennec. Mais je ne l'avais jamais entendu sonner, parce que moi je ne suis pas là pendant vos heures de travail. Voilà, quoi. Donc, et tu me l'avais dit déjà. Oui. La cloche, elle sonne les temps de prière, les temps début, fin de travail, mais surtout chaque heure, elle nous invite à nous arrêter. Donc même s'il y a plein de choses à faire, eh bien chacun là où on est, on pose l'outil, on arrête de parler et on prend le temps de se redresser dans la verticale et de faire un petit temps de silence. Et on l'appelle le rappel parce que c'est prendre le temps de se rappeler à soi-même, et de se rappeler à Dieu. À nos stagiaires qui n'ont pas forcément d'enracinement religieux, on leur dit qu'il s'agit d'essayer de se rendre présent au présent. Et puis à celui qui est déjà dans une approche religieuse, on va lui dire de se rendre présent à la présence. Ça c'est beau, d'avoir une offre pour chacun, qu'il soit religieux ou pas. Parce qu'avec les alternatives que je fréquente, c'est le même problème aussi. Certains, tu peux leur parler de choses et pas d'autres. C'est la vie communautaire, ce qui est, bien, c'est qu'on peut venir se servir, chaque famille peut venir se servir à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Et
sans avoir à payer, parce que entre nous, les échanges sont des dons mutuels. Ouais. On ne calcule pas entre nous. Non, mais entre nous, il n'y a pas d'échange d'argent. C'est ça. Le pain, c'est quelque chose de symbolique très fort. Entre nous, on s'appelle les compagnons, on est les compagnons de l'Arche. Les compagnons, c'est ceux qui partagent le même pain. Chercher la plus petite échelle capable de répondre aux besoins. C'est le contraire de la planification communiste, c'est le contraire de la mondialisation libérale. C'est l'idée d'une économie locale. Économie, étymologiquement d'ailleurs, ça veut dire les lois de la maison. Donc on tourne autour de la maison pour répondre aux besoins de la maison. Ce que j'ai découvert en venant dans ma ferme, c'est que la nature cessait pour moi d'être une carte postale, comme elle était dans mon monastère de Landévennec, un des paysages les plus beaux de Bretagne, devant la baie du Fou. Eh bien, ici, rien de tout cela. Une plaine côtière avec de grands arbres, et puis pas grand-chose dès qu'il n'y a plus d'arbres. C'est la nudité de la dune et la mer, l'immensité de la mer. Eh bien, quelque chose d'étrange s'est fait, sans que j'en ai conscience. Au bout d'un moment, je me suis senti légitime dans cette nature. Aussi légitime, aussi évident que l'arbre, que l'oiseau, que le nuage. J'en faisais partie. Je faisais partie du banquet des vivants. Et cela est un sentiment d'identité qui nous fait un bien incroyable. On n'est plus à chercher qui on est. Voilà, c'est évident, on est là, dans la nature, de la nature. Il y a une vérité de la nature, une vérité des choses qui est notre centre de gravité. Voilà, le centre de gravité, la gravitation fait que nous sommes attirés vers le centre de la Terre. Eh bien, il ne faut jamais quitter ce centre de la Terre. Je me sentais lourd de la Terre, lourd de la nature, enfin habité. Voilà, je n'étais plus cet adolescent qui vogue à tous les vents, qui ne sait pas qui il est, qui fait des risettes à tout le monde, cherchant un regard complaisant. J'ai voulu sortir de cela. Je me sentais une girouette, un comédien né, quoi. Jean, pour moi, c'est une histoire, c'est une rencontre, c'est un des grands amis de ma vie. J'ai compris ce qu'était la vie de Jean, à quel point Jean avait mis la prière au cœur de sa vie, et cette prière ne nécessitait pas pour lui une clôture. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Cette prière, au contraire, amenait Jean à essayer d'ouvrir sa maison, d'ouvrir son cœur, d'ouvrir son temps. J'ai été très très frappé par sa disponibilité. On pouvait l'appeler à tout moment, il ne semblait jamais dérangé, jamais. Il m'est arrivé de l'appeler tard le soir, j'en étais disponible. Je croisais des gens chez lui qui étaient tous différents les uns des autres et qui visiblement trouvaient toujours un accueil chez Jean. Et ça m'a fasciné quand j'ai compris surtout que cet accueil, cette disponibilité qu'il avait s'originait dans une vie de prière. On va creuser ici dans les abîmes. Ouais.
Là, c'est bien, ouais. Il y a la fontaine dans le fond, là-bas, quoi. Une fontaine du XVIe siècle qui était complètement à l'abandon, quoi. On a remis toutes des pierres en place. Et puis là, il y avait un lavoir. Donc maintenant, c'est ce qu'on fait, quoi. On essaye de refaire le lavoir un petit peu comme il était avant. Comme on ne sait pas comment il était, donc on fait au mieux, quoi. Hein. Ça nous a toujours un peu amusé le terme ermite, bien sûr, quoi. On peut le comprendre dans l'esprit, quoi. Hein. Bon, bah, il n'a jamais été ermite. Hein, dans ce sens, pour moi, un ermite, c'est la solitude, quoi. Jean a passé son temps à faire de l'agriculture. Mais non, c'était pas le paysan conservateur du coin, c'était pas le paysan progressiste, c'était... Oui, c'était pas l'ermite traditionnel tel qu'on le voit, et c'était pas non plus le paysan normal, quoi. Il n'avait pas de famille à élever, il n'avait pas... je crois qu'il a eu une vie libre, quoi. Et... Non, la vie qu'il a eue est intéressante, et l'important c'est de mener une vie pleine, quoi, libre, aussi heureuse que possible, et en chrétien de faire d'être plutôt ouvert aux autres. Pour ça, il est très ouvert, quoi. Quelque chose que je voudrais dire pour faire comprendre à Louis un peu ma voix, quoi. J'ai été envoyé comme ermite par le père Chartreux, mais un ermite autonome qui ne soit pas au crochet d'un couvent. Les ermites qu'il a vus au Liban, soit qu'ils étaient mendiants, soit que c'est le couvent qui leur amenait la nourriture. Donc c'était plus des reclus que des ermites, voilà. Donc c'est plus voyant, c'est plus flamboyant. À ce compte, on peut vivre au sommet d'une montagne ou dans une grotte. Bon, mais à partir du moment où on décide de gagner sa vie soi-même, on est obligé de prendre un métier, voilà. Du coup, on est moins ermite aux yeux des gens, mais peut-être davantage dans son cœur. Et ma manière d'être ermite a été qu'on ne sache pas que je sois ermite, voilà. A été l'incognito, et voilà, et ça m'a protégé en profondeur, quoi. Donc je n'étais ermite qu'à mes propres yeux, c'est tout, voilà. Et ce n'est que maintenant, en fin de vie, que je sens que le moment est venu de dire ouvertement les choses, quoi, voilà. Je ne souhaite pas une autre vie que celle que j'ai, car cette vie m'a permis de trouver la vérité de mon être profond. Ça est absolument vrai, et j'ai assez souvent le sentiment d'un accord profond avec l'enfant que je fus. Il n'y a pas de plus grande joie que celle-là, quoi. Cet accord de l'être que l'on est avec l'être que l'on fut.
La mort de mon père a déterminé en moi un désir de creuser mes raisons de vivre. Et pour cela, j'ai compris d'instinct qu'il me fallait prendre distance avec la vie ordinaire, avec la vie sociale. Prendre du recul. Je ne savais pas encore comment, je ne savais pas qu'il existait une vie monastique, mais je savais qu'il me fallait prendre du retrait. Et plus j'allais, plus je sentais le côté superficiel de la vie sociale ordinaire. Et je voulais vivre à un niveau plus profond. Et c'est alors que j'ai commencé de vivre une vie intérieure, au fond, une vraie vie de prière, en y prenant les moyens. Non plus seulement la prière collective, la liturgie, mais la prière porte fermée au fond du cœur, seul avec le seul, comme dit Newman, quoi. Et à nous deux, quoi. Tu m'as pris, mon père, à toi de jouer maintenant, quoi. Tu ne peux plus t'échapper. Voilà. C'était comme à nous deux, quoi. Voilà. Et j'ai attendu qu'il me réponde, voilà. Et il m'a répondu, voilà, c'est tout.